Bonjour à tous et bienvenue dans le Triplex, le podcast qui va booster ta location courte durée. Je suis Maxime et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Samy et de Nicolas d'Automatic BNB. On va parler d'un sujet qu'on a évoqué dans un de nos derniers épisodes qui est l'automatisation et la mesure des résultats pour justement s'améliorer avec une idée. Est-ce que le bouton travailler moins pour gagner plus, c'est encore possible en location courte durée en 2025? Pour parler de tout ça, je suis, comme je l'ai dit, entouré de Samy. Salut Samy. Salut à tous. Et de Nicolas d'Automatic BNB. Salut Nicolas. Salut Samy, salut Maxime. On est ravis de t'avoir aujourd'hui. On sait que tu es un spécialiste de la location courte durée, ça va sans dire, mais surtout de l'automatisation. Et puis tu as une petite phrase qui nous avait marqué il y a quelques années maintenant, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Tu nous avais dit tout ce qui se mesure s'améliore. Ça nous avait marqué et il y a quelques semaines, on a fait un épisode avec Samy où on évoquait les 5 piliers du marketing en location courte durée et le dernier pilier, c'était forcément, c'était tout ce qui se mesure. C'était l'automatisation et la mesure. Et donc forcément, on a pensé à toi, on a fait un petit teaser en disant qu'on avait un invité d'exception pour parler de ce sujet. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas, pour bien comprendre pourquoi tu es l'expert là-dessus? Alors effectivement, donc je m'appelle Nicolas, je suis connu sur les réseaux sociaux au nom de Nicolas Automatic BNB. Je fais de la location courte durée depuis maintenant 2016, donc ça fera bientôt 10 ans, et de la sous-location professionnelle depuis 2019. Et moi j'ai la particularité de toujours avoir une activité professionnelle à côté. Je suis CPE dans un collège, donc je suis fonctionnaire. Et donc quand je me suis lancé dans la location courte durée en 2016, il n'existait pas tous les contenus qui existent aujourd'hui, et donc j'avais pas cette notion et connaissance de l'aspect chronophage de l'activité. Et donc de 2016 à aujourd'hui, j'ai développé plusieurs process, et notamment ce que j'appelle l'automatisation et la délégation, pour pouvoir à la fois allier mon activité professionnelle et gérer mes 20 biens en location courte durée. C'est comme ça qu'en fait, j'ai créé tout un parcours voyageur qui est automatisé et qui me permet de gagner un maximum de temps. Et puis par la suite, j'ai appris effectivement que tout ce qui se mesure s'améliore. Si on voulait améliorer ce parcours voyageur et améliorer ses résultats pour gagner plus, il fallait traquer tous les données. Et donc, on va pouvoir en parler aujourd'hui tous ensemble. Ce qui est intéressant, juste, je rebondis sur ton activité salariée, en fait, et comme tu nous le disais, c'est que ton activité salariée, en fait, c'est un choix pour toi et pas une nécessité. En fait, c'est vraiment que tu aimes profondément ton métier, et donc du coup, c'est pour ça que tu as voulu le conserver et que tu as mis en place du coup cette automatisation qui te permet du coup aujourd'hui de garder cet emploi en fait à côté. Effectivement, moi, le temps que je me libère, je le consacre à, d'une part, mon activité professionnelle, et aussi, on en parlait juste avant en off, à mon activité rugbystique, parce que je suis dirigeant d'un club de rugby qui, on va dire, une petite TPE avec plusieurs salariés et puis un budget de 500 000 euros. Donc moi, c'est vraiment mes passions. Et pourquoi ce métier, c'est un métier passion? C'est que moi, là-bas, je suis éducateur spécialisé de formation. Et par la suite, dans mon parcours, je suis rentré en tant que CPE, que je fais aujourd'hui à temps partiel, et que je fais vraiment parce que c'est un métier passion. Alors évidemment, ça me de l'argent, je vais pas m'en plaindre, mais j'ai aussi toute cette qualité derrière où tous les 6 semaines on a des vacances scolaires. Là, ça va être les grandes vacances. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est un choix et non pas par défaut que je fais ça, et je le fais avec plaisir. D'ailleurs, je le dis toujours. J'ai l'aspect business où évidemment on est dans les chiffres, dans la négociation, dans l'aspect stratégique, etc. Et ce que j'aime bien dans mon métier passion, c'est d'être dans le côté plus humain, plus relationnel. Il n'y a pas d'aspect financier dans nos relations. Et moi, je trouve que c'est un équilibre de vie que j'ai trouvé. Alors, je sais que c'est pas un équilibre que tout le monde souhaite avoir, mais moi, c'est cette vision-là que j'ai, et c'est l'équilibre que j'ai trouvé. Top. C'est super intéressant parce que c'est aussi le sujet, c'est de se dire aujourd'hui, pour réussir en location courte durée, il faut arriver à trouver le bon équilibre aussi. Beaucoup de personnes qui nous écoutent aujourd'hui font pas forcément ça à temps complet.
soit un job. Et on le voit, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui, le marché se tend. Donc beaucoup se disent en fait la location courte durée ça vaut plus forcément le coup. C'est pas notre vision. C'est pour ça qu'on a été volontairement très agressif, on va dire, dans le titre de l'épisode, à se dire est-ce que on peut travailler moins pour gagner plus. On va se poser cette question, mais on a un peu l'idée déjà de la réponse. Est-ce que c'est encore possible en 2025? On va voir ensemble avec toi, Nicolas, les différents points qui font que c'est encore possible ou non. Juste avant de passer au premier point qu'on va voir sur l'automatisation, Samy, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'il faut savoir sur le triplex? Bien sûr. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter pour recevoir une fois par semaine le dernier épisode, en fait, directement dans votre boîte mail. Ça vous évite de scroller, etc., dans les applications de podcast, parce que des fois, ce que j'ai remarqué, des fois, en fait, on est pas référencé, mais pas que nous. Il y a pas mal de podcasts aussi que je suis, qui sont pas forcément référencés au bon moment, etc. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner comme ça, au moins toutes les semaines. Aujourd'hui, c'est tous les mardis. Vous aurez le podcast qui sera dans votre boîte mail. Première chose. On a également un espace privé, un podcast privé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également sur le Patreon, lien en description. Voilà, pour avoir du coup des épisodes du coup sur nos chiffres directement. Moi régulièrement je filme mon écran, je filme mes réservations, je filme les chiffres que je fais, etc. Et puis ce qu'on peut mettre en place pour améliorer les choses. Donc ça vous allez le retrouver du coup en lien en description pour pouvoir vous abonner. Voilà. C'est super important de vous abonner parce que ce qu'a pas dit Samy dans la newsletter, c'est que quand on a la possibilité de vous négocier un bon plan, vous pouvez le retrouver sur le site le-triplex.com, mais surtout vous avez l'information dès la sortie de l'épisode et vous retrouvez que ce soit le code promo, que ce soit l'offre spéciale, vous la retrouvez aussi dans votre boîte mail. D'ailleurs, sans spoiler la fin de l'épisode, restez bien jusqu'au bout parce que Nicolas il accompagne aussi des personnes dans l'automatisation, dans le développement, l'optimisation de leur location courte durée, aura aussi un bon plan à vous partager en fin d'épisode. Donc, si vous êtes intéressé, écoutez bien jusqu'au bout pour avoir toutes les infos. C'est ça. Allez, place à l'épisode. Nicolas, le premier point qu'on s'était dit, tu vas nous parler d'automatisation. L'idée, plutôt que ce soit nous qui le disions, tu l'as rapidement évoqué en introduction, mais pourquoi il faut automatiser aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, effectivement, c'est une nécessité d'automatiser, surtout qu'il y a énormément d'outils et de services qui permettent de le faire aujourd'hui pour gagner un maximum de temps. Ça, c'est extrêmement important. Mais aussi, et ça, c'est même le numéro 1 que je vais dire, c'est d'améliorer le parcours de votre voyageur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque votre voyageur tombe sur votre annonce, réserve jusqu'au moment où il va quitter votre logement, il y a à peu près 80% des tâches qui sont automatisables. Je dis pas 100%, je suis pas là pour vendre du rêve, mais il y a 80% des tâches qui sont automatisables et qu'il faut automatiser. Pourquoi? Parce que votre voyageur a besoin d'avoir des informations à des moments donnés, a besoin tout simplement de connaître comment il va rentrer dans le logement, comment on va gérer la caution, etc., etc. Et toutes ces tâches-là vous font d'une part gagner du temps, mais surtout améliorer le parcours du voyageur. C'est fluidifié. Et si c'est fluidifié, derrière, c'est un voyageur qui a de grandes chances d'être satisfait, qui va vous mettre un excellent commentaire et qui va donc améliorer la visibilité de votre annonce sur les plateformes comme Airbnb ou Booking. Donc en fait, c'est un cercle vertueux que vous allez pouvoir créer grâce à l'automatisation. Donc il y a le gain de temps, mais surtout derrière tout ça, il y a l'amélioration qualitative en fait du parcours voyageur qu'il ne faut surtout pas oublier. Tout le monde pense que l'automatisation, derrière il y a déshumanisation. Or derrière,
c'est plutôt quelque chose qui est recherché par nos voyageurs. Nos voyageurs, aujourd'hui, lorsqu'ils réservent, veulent tout de suite savoir si la réservation a bien été validée. Ça, que ça soit un humain qui leur donne l'information ou un automate ou une intelligence artificielle, ils s'en fichent. Eux, ils veulent juste avoir l'information. On est tous les mêmes. Lorsqu'on a sorti la carte bleue, lorsqu'on a payé, il faut qu'on sache tout de suite si la réservation est validée. Lorsqu'on veut savoir le code Wi-Fi, lorsqu'on veut savoir comment rentrer dans le logement, ça, pareil, le voyageur, que ça soit automatisé ou que ce soit un humain, il s'en fiche complètement. Il veut juste avoir l'information au bon moment. Or, si tu as plusieurs logements, si tu as une vie active, si tu as une vie familiale, etc., tu vas te créer une charge mentale en voulant le faire manuellement. Or, aujourd'hui, ça peut être automatisé. Il y a plein de choses comme ça, mais ça, c'est extrêmement important et ça, il faut l'avoir en tête. Aujourd'hui, en fait, il faut automatiser 80% des tâches et les 20% des tâches restantes, qui sont les choses qui ne sont pas automatisables, comme les prestataires de ménage, etc. Ça, il faut que tu te concentres là-dessus sur la délégation, parce que ça te demande du temps et de l'énergie pour pouvoir déléguer correctement. Et ensuite, sur le stratégique, et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, en fait, tu vas garder 20% de ce que tu ne peux pas automatiser pour apporter, toi, ta plus-value, ta valeur ajoutée. Et c'est ça qui est important. Donc, si aujourd'hui, tes 80% de temps que tu peux automatiser, tu l'automatises pas, ça veut dire que toi, tu vas faire des tâches répétitives que tu vas faire manuellement. Ça va te créer de la charge mentale et donc, tu vas moins te concentrer sur les tâches où toi, tu dois apporter de la haute valeur ajoutée, comme ton recrutement de ton personnel de ménage, comme tout simplement l'aspect stratégique de ton activité. Et donc, tu vas te sentir dans un cercle vicieux et comme un rat qui est dans une roue, au bout d'un moment, en fait, tu vas te retrouver à trouver l'activité trop chronophage et tu vas être un peu en burn-out et tu vas exploser en vol. Donc vraiment, aujourd'hui, l'une des premières tâches, c'est d'automatiser tout ce que tu peux automatiser pour ensuite te concentrer sur tout ce qui n'est pas automatisable. Et pour toi, quelle serait vraiment je rentre une location courte durée sur Airbnb, voilà, c'est bon, je l'ai mise, Booking également. Quelle est la première tâche d'automatisation que je dois mettre en place? Est-ce que c'est prendre un channel manager? Est-ce que c'est paramétrer mes messages? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que je dois faire en premier temps? En fait, aujourd'hui, la première chose que tu dois faire pour moi, c'est automatiser les messages. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, soit tu peux l'utiliser, cette automatisation, directement dans les plateformes Airbnb, Booking, soit tu peux utiliser un outil comme un channel manager qui va te permettre de faire cette tâche-là. Je conseille le channel manager parce que ça permet de faire une fois la tâche, une fois l'automatisation, et après elle va se dupliquer sur Airbnb, Booking et toutes les plateformes que vous allez utiliser, également aussi vos sites de réservation. Si vous voulez pas utiliser de channel manager, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir en fait paramétrer toutes ces tâches-là qui sont automatisables dans chacune des plateformes, et donc vous allez reperdre une nouvelle fois du temps. Donc, le channel manager, c'est un outil qui vous fait gagner du temps. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse sur le channel manager. Ça, en fait, vous devez être un spécialiste de la location courte durée. Vous ne devez pas être un spécialiste des channel managers. Donc, aujourd'hui, vous devez prendre un channel manager qui correspond à vos besoins. Donc, au lieu de toujours dire c'est quoi le mieux, est-ce que c'est Smoobu, Superhot, est-ce que c'est Beds24, etc., c'est que vous prenez une feuille, vous mettez vos besoins. Qu'est-ce que vous attendez, en fait, d'un channel manager? Et en fonction de ça, il y a bien un outil, un des channel managers qui correspondra à vos besoins. Alors, aucun channel manager, je pense, répondra à 100% de vos besoins, mais allez dans ce sens-là. Plutôt que de se dire, moi, je veux le channel manager le moins cher, parce que je dis toujours, le pas cher coûte cher aussi, parce que si vous passez plus de temps à vous former, à paramétrer un channel manager, en fait, ok, vous devenez un spécialiste de Beds24 ou de Superhot ou de Smoobu, mais vous ne devenez pas un spécialiste de la LCD. Or, c'est la location courte durée qui va vous générer de l'argent et pas le fait que vous soyez un spécialiste de tel ou tel outil. Donc ça, c'est extrêmement important de pas non plus tomber dans l'extrême, parce que je vois aussi, il y a des gens ils tombent dans l'extrême, ils veulent tout maîtriser à 100% les outils pour tout automatiser à 100%, pensant qu'ils veulent tout automatiser à 100%, alors que déjà c'est pas possible. Et d'autre part, en fait, ils sont en train de se créer des besoins qui n'ont pas. C'est comme on veut acheter une télé avec telle ou telle option ou une voiture avec telle ou telle option qu'on n'utilisera jamais. Donc en fait, on paye un truc pour rien. Non, mais t'as complètement raison. C'est vrai qu'on le voit pas mal, le channel manager pour un logement, c'est pas nécessaire, etc. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis comme toi, en fait. Dès le premier logement, je pense que un channel manager peut nous apporter tellement de choses, en fait, en termes d'automatisation, en termes de gestion des prix, etc., que c'est nécessaire. Ça va coûter peut-être 20, 30 euros, peut-être un peu moins cher avec Beds24, mais comme tu l'as dit, en fait, Beds24 est tellement compliqué, tellement complexe que le temps que tu vas
y passer, c'est des choses que tu vas pas pouvoir faire pour autre chose. Enfin, en vrai, t'as compris. Donc, du coup, de l'avoir et d'avoir un outil simple à mettre en place, c'est complètement nécessaire pour moi dès la première Ouais. LCD. Moi, je te rejoins aussi parce qu'on a ce cas de clients qui viennent nous voir avec l'agence Macomimo et qui, pour un site de réservation en direct, pour te donner le contexte complet. Puis quand je leur dis, bon, bah, très bien, derrière, utilisez-vous un channel manager? Non, j'en utilise pas. Ok. Et vous êtes présent sur quelle plateforme? Alors, quand j'ai que une plateforme, bon, je l'entends, tu vois. Dès qu'il y en a deux, je dis, mais du coup, alors, comment vous faites pour centraliser les messages? Comment vous faites? Et donc, en gros, même au-delà de l'automatisation, tu vois, avoir un outil qui va tout centraliser. Et je trouve que ça sera ce qu'on abordera dans le point qui viendra après, mais je trouve que tu te fermes des portes aussi parce que l'automatisation va te permettre aussi de développer ton activité. C'est-à-dire l'automatisation sur un channel manager, pour prendre cet outil-là, te permet bien sûr l'automatisation des messages, mais elle te permet la multiplication des canaux sans coût supplémentaire. Je m'explique, c'est-à-dire que, comme tu le dis, je suis sur Airbnb, j'ai tout paramétré mes messages. Bon, bah, si je veux ouvrir sur un Booking, en fait, il faut que je fasse encore le travail. Donc déjà, ça va peut-être me rebuter. En plus, l'interface Booking, elle n'est pas, pour reprendre du franglais que Samy adore, elle n'est pas user-friendly. Bon, elle est moins user-friendly. Et puis après, si je veux me mettre sur un Britel, ah bah non, mais j'ai encore mes annonces à refaire, j'ai encore les messages à réautomatiser, j'ai encore tout ça. Et alors là, si on n'a qu'un logement, c'est déjà ça, mais si on en a plusieurs. Enfin, bref. Donc en gros, l'automatisation permet vraiment le développement et même à partir du premier logement. Et ça, nous, on le voit pour ceux qui veulent des sites de réservation, qui ont bien compris tout l'intérêt de la réservation en direct. Bah, en fait, ils se brident parce qu'ils n'ont pas l'outil pour automatiser derrière. Effectivement, et puis le channel manager, il va, comme tu disais, optimiser ton temps. Déjà, il va te centraliser aussi tes indicateurs qu'on va reparler par la suite. Ça évite d'avoir des indicateurs qui sont éclatés sur Airbnb, Booking et ton site de réservation. Là, tu peux tout centraliser. Et puis, en fait, là, on parle de parcours voyageur. Tu me posais la question, Samy, quelle est pour moi la priorité? J'ai parlé d'abord des messages, mais il y a plein de choses qui s'automatisent, comme donner des infos à tes prestataires de ménage, modifier les prix, donc faire du revenu management, modifier peut-être l'ordre des photos, modifier une description. Aujourd'hui, avec un channel manager, tu le modifies dans le channel manager, ça se modifie partout où tu es présent. Imagine, tu veux effectivement, parce que ça c'est extrêmement important, le revenu management, donc gérer tes politiques d'annulation, gérer ton nombre de minimum, gérer tes prix. Ça aujourd'hui, on reparlera dans l'optimisation et dans les indicateurs, mais c'est extrêmement important. Si tu dois aller sur chacune des plateformes pour faire toutes les modifications en te faisant le calcul dans ta tête, ouais, mais là, ils n'ont pas les mêmes commissions, donc il faut que je refasse un autre calcul, tu perds un temps fou à faire ça. Alors qu'aujourd'hui, tu as un outil qui te permet de tout centraliser. Donc effectivement, si tu veux travailler moins et surtout travailler mieux et optimiser ton temps, pour moi, c'est un outil qui est indispensable. Maintenant, il faut juste se poser la question, quels sont tes besoins, et en fonction de ça, tu choisis l'outil qui est un channel manager qui va te permettre de faire ça. Mais je le répète, il faut être un spécialiste de la LCD et non pas un spécialiste des outils qui existent sur le marché. On a souvent le frein du prix pour ceux qui ont un seul logement. Comme tu dis, allez comparer. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui font des packages d'un minimum de logement, et donc forcément, si on en a qu'un, ça peut faire augmenter le coût unitaire. Par contre, il y en a, ça démarre dès un logement. Il faut bien tout prendre en compte et pas hésiter à aller s'informer, à aller voir les démos. D'ailleurs, c'est ce qu'on propose dans l'espace privé, nous, hein, c'est quand on a un intervenant qui passe, channel manager ou autre, c'est qu'on a aussi des démos. Où on rentre vraiment dans le dur du logiciel. On a fait ça, je pense, notamment avec PassePass. Quentin est venu dans l'espace privé pour faire une démonstration complète de l'outil où on rentre dans le détail. Moi, j'avais un truc, quand tu me dis ça centralise les données. Non, on va se le garder pour les KPI, pour la partie sur les KPI, cette remarque, je vais tâcher de pas l'oublier. Parce que ça va un peu à contre-courant de tout ce qu'on dit là. Samy, tu avais une question? Ouais, juste par rapport du coup à cette première partie, en termes d'automatisation et du coup de tâches répétitives, depuis 2016, est-ce que tu as automatisé est-ce qu'il y a une tâche qui te vient, que tu as automatisé, que tu ne faisais pas avant, par exemple, une anecdote, un truc comme ça? Que j'ai automatisé là récemment?
Ouais, par exemple, ouais, au cours de ton parcours. Ben, déjà, moi, quand je me suis lancé dans la LCD, les serrures connectées n'existaient pas. Ouais. Price Labs n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Donc, Price Labs, c'est un outil qui permet de créer du revenue management, mais de manière automatisée grâce à des algorithmes. Aujourd'hui, ça sont des choses que j'ai mis en place au fur et à mesure du temps, qui n'existaient pas au début. Moi, au début, en 2016, quand j'ai commencé, déjà, le choix des channel managers était plus faible qu'aujourd'hui. J'utilisais Bets24 quand j'ai commencé. Euh, à l'époque, donc pour encaisser les paiements sur Booking ou créer des cautions, il n'y avait pas trop de choix. Il fallait créer tout un code en fait dans Bets24 pour que ça se crée, alors que maintenant c'est automatisé en un clic via Stripe. Donc aujourd'hui, c'est surtout j'ai simplifié en fait l'automatisation. Pareil, quand j'automatise la mise en place d'un livret d'accueil, maintenant qu'ils sont digitalisés. Aujourd'hui, en fait, j'ai pas en fait automatisé beaucoup plus de choses qu'en 2016. Par contre, j'ai optimisé cette Ok. automatisation où on peut voir combien de personnes ont cliqué sur par exemple sur mon livret d'accueil, combien l'ont téléchargé, qui est rentré et à quelle heure dans mon logement. Donc en fait, on a amélioré, on va dire un peu l'automatisation, optimisé, mais en soi, les tâches qu'on a souhaité automatiser depuis 2016 à aujourd'hui sont toujours les mêmes parce que, sauf que ce qui est important, c'est que le droit à l'erreur n'est plus possible. C'est que avant, en fait, les clients, on pouvait se louper sur un message, sur le livret d'accueil, il se télécharge pas, il envoie sur une URL qui fait une erreur, etc. Ça, aujourd'hui, c'est interdit. Ça, c'est surtout ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'exigence de notre voyageur qui a changé. Et donc, comme l'exigence a changé, il faut en permanence, effectivement, et on en reparlera tout à l'heure, mais moi j'insiste là-dessus, c'est vérifier les indicateurs parce que quand vous avez des chutes de réservation, des chutes sur vos notes de commentaires, des chutes de taux de clic ou de conversion sur vos annonces, ça nécessite une analyse parce que ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et c'est pas, et souvent d'ailleurs c'est pas ça, ce n'est pas le prix. Or, à contre-courant, souvent la première chose qu'on fait, on se dit on va baisser le prix parce que c'est ça le problème. Alors que souvent c'est pas ça le problème, c'est souvent quelque chose dans le parcours voyageur. Donc je le répète, le parcours voyageur, c'est du moment où je tombe sur votre annonce jusqu'au moment où je quitte le logement, c'est qu'il y a un frein. Et d'ailleurs, il faut s'inspirer de ce que font soit les gros hôteliers ou soit les grosses marketplaces comme Amazon, etc. En fait, c'est la fluidité du parcours voyageur ou du parcours client qui fait qu'en fait, vous augmentez vos ventes, que vous augmentez l'attractivité sur votre site ou sur votre annonce. Et aujourd'hui, par exemple, Amazon, pourquoi on peut réserver en un clic? Ils ont tout fluidifié pour ça. C'est fait exprès. Vous remettez Carrément. pas vos coordonnées bancaires. Pareil, tout ce qui, enfin, en fait, tout est simplifié pour éviter les clics, pour éviter que le client puisse se disperser à l'ailleurs. Et ben là, c'est exactement la même chose. Donc dans l'automatisation, c'est surtout l'optimisation qu'il faut réfléchir maintenant plutôt que parce qu'à l'inverse, moi, je suis plutôt un minimaliste. Et je vois, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour l'automatisation en voulant complexifier et tomber dans l'extrême du 150% automatisation quasiment, tu vois. Ouais. C'est tout ce que c'est même automatiser ce qui est impossible. C'est le point que je voulais aborder avec toi, Vas-y. c'était où est-ce qu'on met le curseur sur l'automatisation, c'est te dire. Moi, j'aime bien dire, il faut bien calculer le coût de son automatisation. C'est que des fois, on a des gens, nous, ils veulent déjà automatiser alors qu'ils savent pas comment fonctionne leur business. Ils veulent automatiser des tâches qui, si ça se trouve, n'ont pas besoin d'être automatisées parce qu'elles sont pas récurrentes. Et du coup, je trouve que le coût de l'automatisation, dans certains cas, est complexe. Et je vois même des gens qui veulent tenter de l'automatisation par de l'automatisation, pour de l'automatisation. C'est-à-dire, ils n'ont pas de channel manager, mais alors maintenant, il y a du no-code, il y a de l'IA, et partent dans des délires Le délire, ouais. d'automatisation bancales, je trouve. Et non, mais je partage ton avis. C'est que déjà, de temps en temps, il y en a, ils ont un système qui marche bien, mais comme on leur a parlé de l'IA et puis du no-code, ben, il faut qu'ils créent un truc avec le no-code et l'IA. Je leur dis, ça sert strictement à rien. Déjà, ton voyageur, ça rend même pas compte. Ça fera le même résultat pour ton voyageur, donc tu perds du temps. Je veux dire, si t'as un livret d'accueil qui marche bien comme ça, pourquoi tu t'embêtes à le faire autrement? Mais bon, après, c'est ton choix, mais je trouve que c'est dommage. Et moi, par exemple, quand j'accompagne les personnes, et souvent,
les gens se disent ouais mais non, ça sert à rien, et je leur dis si, c'est extrêmement important. On prend un fichier Excel, ce que j'appelle une grille de tâches. Tu vas noter toutes les tâches que tu fais dans ton activité, payer les factures, envoyer les factures, qui achète les consommables, etc., etc. Et on va voir ce qu'on peut automatiser. Mais ça sert à rien d'automatiser une tâche que tu ne fais pas en fait. Tu vois, tu fais jamais l'inventaire, mais d'un seul coup tu veux automatiser l'inventaire. Ça sert à rien en fait. Tu l'utilises pas l'inventaire. Si tu me dis aujourd'hui que tu fais déjà des inventaires et que tu veux l'automatiser pour gagner du temps, là je comprends l'intérêt. Si par contre tu te crées un besoin, c'est inutile et tu vas passer plus de temps à te former au no-code, aux agents IA, etc. pour dire c'est beau, j'ai un agent IA, etc. Mais en fait, le parcours voyageur au final n'a rien changé. Et c'est surtout ça en fait qu'il faut regarder toujours, c'est le temps que toi tu gagnes, ça c'est une première variable. La deuxième temps, c'est qu'est-ce que ça apporte à ton voyageur. Est-ce que ça apporte quelque chose? Et est-ce qu'il a l'information plus rapidement? Est-ce que l'information est mieux distribuée ou pas? Ou est-ce que à la fin ça fait le même résultat? Si c'est fait le même résultat, tu perds ton temps en fait aujourd'hui. Et ça, et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'effectivement, beaucoup de gens me contactent sur l'automatisation, mais moi, je suis pas j'automatise pas dans l'extrême. Moi, je suis un minimaliste là-dessus. J'automatise qui me fait gagner du temps et ce qui est le plus indispensable pour mes voyageurs. Ouais. Je te propose qu'on passe à la deuxième partie, Samy, sur, en gros, l'optimisation pour gagner plus avec les mêmes logements finalement. Quels sont, grâce à l'automatisation, les axes d'optimisation que tu vois pour dégager de l'argent? Déjà, si pour l'optimisation, il y a plusieurs choses. La première chose déjà, c'est de s'entourer d'une équipe. Donc tout ce qui n'est pas automatisable, donc les 20%, il y a une partie qu'il faut déléguer, notamment la prestation ménage, la maintenance, si vous la faites pas par vous-même. Ça, c'est extrêmement important de savoir déléguer. Aujourd'hui, en fait, la plupart des gens ne savent pas comment déléguer, comment mettre les choses en place. Or, aujourd'hui, savoir déléguer, c'est extrêmement important. Donc, savoir recruter un prestataire de ménage, savoir comment évaluer ce prestataire de ménage, comment recruter ce prestataire de ménage, quelles questions il faut lui poser lors des entretiens, comment on évalue son résultat. Parce que moi, ce qui est extrêmement important pour responsabiliser les personnes, c'est, moi, j'évalue pas sur les tâches qu'ils font, mais sur le résultat. Moi, ce qui m'intéresse quand je délègue, par exemple, le ménage, tout le monde, je pense une grande partie des auditeurs le font, c'est que aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est la note du voyageur qui va mettre à la fin. Donc moi, je dis à mes prestataires de ménage, ce qui m'intéresse, c'est que sur Airbnb, on a un 5 sur 5 et sur Booking, on a au-delà de 8 sur 10 en propreté ou en ménage. Donc aujourd'hui, c'est ça le résultat qu'on cherche. Quand on l'atteint pas, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Et c'est pas la peine de me dire oui, mais j'ai fait ce que vous m'avez dit, c'est-à-dire j'ai nettoyé sous le lit, j'ai nettoyé la cafetière. Oui, ok, ça, les tâches ont peut-être été faites, mais le résultat il est pas atteint. Donc quel résultat? Donc le résultat n'étant pas atteint, il faut qu'on trouve des solutions ensemble. Donc ça, vraiment déléguer, c'est important. Et ce que je dis toujours aussi dans la délégation, il faut prendre beaucoup de temps pour trouver la bonne personne, pour qu'une fois qu'on a la personne, on se retrouve pas dans un cercle vicieux. Parce que moi je le vois, beaucoup de personnes, là par exemple, on va arriver sur la période haute, se disent faut que je trouve vite un prestataire de ménage, faut une annonce, trouve une personne rapidement, ça se passe mal, on sait que ça se passe mal, on prend des mauvais commentaires, on se dit ouais mais je peux pas la lâcher cette personne-là parce que si je la fais partir, vu que c'est un auto-entrepreneur, j'arrête le contrat avec eux, derrière je peux pas gérer mes réservations. Donc en fait aujourd'hui il faut recruter doucement, et je dis toujours virer rapidement si on doit virer rapidement, mais aujourd'hui ce qui est le plus important c'est la phase invisible de l'iceberg. Donc réfléchir, qu'est-ce qu'on entend par exemple par prestataire de ménage? Aujourd'hui dans la location courte durée, à chaque fois que je pose la question à des personnes, on attend d'un prestataire de ménage des choses complètement différentes. Est-ce que c'est lui qui va changer les piles et les ampoules de ton logement si besoin? Est-ce que c'est lui qui achète les consommables? Est-ce que c'est lui qui répond aux voyageurs? Est-ce que c'est lui qui fait le linge ou pas? Ça c'est extrêmement important et c'est bien au-delà d'un prestataire de ménage. Donc toutes ces questions tu dois te les poser. Ça revient à la grille des tâches que je disais tout à l'heure, et en fonction de ça, déjà quand tu fais une fiche de mission pour ton prestataire de ménage que tu veux recruter, tu définis exactement ce que tu attends de lui et tu lui poses les questions lors de l'entretien. Et sur l'entretien que tu as avec lui, évidemment, il va pas faire un ménage devant toi, tu vas pas savoir si c'est un bon ou pas prestataire de ménage. Par contre, ce qui est important de savoir, toi, c'est quelles sont les valeurs rédhibitoires d'une personne avec qui tu ne peux pas travailler. Alors, tu pourras pas toujours travailler avec une personne qui a les mêmes valeurs que toi sur tous les points, mais par contre, il y a des personnes avec qui tu ne peux pas travailler parce qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs que toi, ils sont rédhibitoires. Si tu attends de quelqu'un qui soit proactif et qui ne l'est pas en face de toi,
tu vas disjoncter au bout de quelques jours. Si à l'inverse, tu es dans le contrôle ultime, tu veux tout contrôler, c'est comme ça, c'est ta manière de fonctionner, et que tu as en face de toi quelqu'un qui est trop proactif, pareil, tu vas disjoncter parce qu'il va prendre des initiatives sans que toi tu contrôles. Donc c'est aussi cet aspect-là dans les personnalités des personnes et dans les valeurs qu'il faut aller chercher et questionner, parce que c'est avec le prestataire de ménage qu'il y aura le plus d'échanges, de débats et de discussions. Donc si à chaque fois que vous échangez, vous débattez, ça clash, ça fait de la charge mentale et ça va pas avancer. Donc dans l'entretien, on doit pas s'atteler à poser des questions juste sur les tâches et les résultats comme on a évoqué, mais aussi sur les valeurs de la personne, sur sa vision. Est-ce que vous partagez la même vision? Et c'est ce qui va vous permettre de trouver des personnes en tout cas qui vous ressemblent, ou en tout cas qui sont pas opposées à vous dans vos équipes. Donc ça c'est important dans l'optimisation, dans le recrutement. Et après dans tout ce qui est optimisation, il y a effectivement le fait déjà d'être sur les plateformes les plus visibles. Aujourd'hui, c'est Airbnb, Booking et puis votre site de réservation. Le fait effectivement aussi d'optimiser vos prix. On en parlait tout à l'heure dans le revenu management. Aujourd'hui, ne pas faire de revenu management, c'est une grave erreur, c'est se mettre une balle dans le pied. C'est parce clair. qu'en fait, aujourd'hui, surtout dans la saison haute, c'est là où on se fait le plus de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, le but du revenu management, c'est de louer au plus cher, au meilleur des moments. Et donc l'objectif, c'est pas de réserver le plus rapidement possible et de remplir son calendrier pour cet été et puis se gargariser sur les réseaux en disant moi j'ai 100% de taux d'occupation. C'est de louer au plus cher possible avec évidemment le meilleur taux d'occupation. On en parlera tout à l'heure dans les KPI, mais ce que je dis toujours, ton chiffre d'affaires, il est composé de ton prix moyen à la nuitée et de ton taux d'occupation. Donc, c'est ces deux indicateurs que tu dois optimiser en permanence. Un taux d'occupation seul ou un prix moyen à la nuitée seul, ça veut strictement rien dire. C'est ces deux données complétées ensemble et analysées ensemble qui nous permettent de savoir si on va dans la bonne direction ou pas. Et dans la partie aussi optimisation, donc il y a ce qu'on évoquait, mais il y a aussi des points, comment on peut dire ça, décisionnels qui sont à prendre en compte. C'est que je vois aussi des personnes, mais ça relie aussi aux indicateurs, qui gardent des logements qui ne sont pas rentables ou qui leur prennent trop de temps. On reparle de la loi de Pareto, il y a des logements qui nous rapportent très peu, mais qui nous prennent énormément de temps. C'est clair. Je suis en conciergerie, il y a toujours des problèmes dans ce logement. Je suis en sous-location, il y a toujours des problèmes dans ce logement. Je suis propriétaire, j'ai pas fait l'isolation ou j'ai pas fait telle ou telle chose comme travaux. J'ai toujours les mêmes remarques de mes voyageurs et je perds énormément de temps et d'énergie. Et dans l'optimisation, il y a aussi donc l'arbitrage, c'est qu'il faut aussi accepter d'arbitrer ces logements et de se dire il y a peut-être des logements qui ne fonctionnent plus en location courte durée parce que le logement a vieilli, le logement ne correspond plus aux besoins de nos voyageurs et donc il faut accepter d'arbitrer plutôt que de garder un logement qui vous fait en fait plus de mal que de bien. Et ça c'est pour moi aussi une manière d'optimiser son temps et de travailler mieux parce qu'aujourd'hui mais pour ça il faut déjà l'accepter et d'autre part poser les chiffres dans un fichier Excel parce que beaucoup de personnes confondent le bénéfice le bénéfice qu'ils vont faire sur tel ou tel logement et la trésorerie qui rentre et qui sort sur leur compte en banque. Donc ils voient de l'argent qui rentre, qui sort, se disent ça marche en fait. Mais quand ils posent les chiffres, ils s'aperçoivent qu'il y a des logements en fait qui sont pas du tout rentables par rapport au temps qu'ils passent dessus. Ça peut faire bizarre de poser bien les chiffres. Des fois on se dit ah ouais en fait ton logement il te coûte cher quand même. Alors il te rapporte ok mais en fait il te coûte quand même pas mal. C'est ça. Donc à ce moment-là, en fonction de ça, tu dis est-ce que c'est optimisable pour améliorer mon revenu sur ce logement? Peut-être que j'ai oublié de mettre des choses en place ou il y a peut-être des choses à moindre coût qui sont faisables ou aussi se dire ce logement il sera plus en LCD, point. Et moi j'ai des logements qui sont en location classique à l'année, qui ont été en LCD quand j'ai commencé en 2016 et qui le sont plus. D'ailleurs mon premier logement à Dijon que j'ai lancé en 2016, il est en location classique maintenant parce que il correspond un peu moins aux besoins d'aujourd'hui. J'ai une copro en plus qui est un peu chiante, donc en fait ils embêtent plus mes voyageurs qu'autre chose. Donc voilà, donc il faut l'accepter et c'est pour ça qu'il faut pas oublier qu'on fait une activité commerciale. C'est que alors pas au sens juridique et fiscal des choses parce que je sais que c'est une notion qui se discute et c'est un débat, mais c'est se dire voilà notre produit c'est notre appartement, en face on a nos clients qui sont nos voyageurs, il faut que ce produit corresponde aux besoins de nos voyageurs. Si c'est pas le cas, faut pas s'étonner que ça se loue pas parce que là si tu automatises tout, tu utilises le meilleur des channel managers du monde, t'as tout fait bien,
mais que ton produit ça correspond pas aux besoins du voyageur, ça se louera quand même pas. Bah ouais, non mais c'est la base. ça, c'est la Non, mais base. ça paraît la base, mais vaut mieux le rappeler. C'est un point que soulève. J'ai écouté un super épisode de podcast. On va faire de la pub à un autre podcast qui s'appelle Génération Do It Yourself, qui est plus gros que nous. Où je vous invite à l'écouter si vous l'avez pas, écouté cet épisode. C'est avec le PDG du groupe Accor, Sébastien Bazin, il me semble. Et justement où il parle de tous les 10 ans la durée de vie d'un hôtel. Et où il dit en fait des fois il faut accepter de fermer un hôtel parce que la ville elle a muté. Il prend l'exemple de je sais plus quelle ville en France où il y avait un hôtel qui marchait bien et puis en fait la zone d'activité a été mutée dans une autre partie de la ville, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins d'entreprises qu'auparavant, donc l'hôtel n'est plus rentable. Donc il faut prendre la décision de le fermer. Alors j'imagine que c'est beaucoup plus complexe quand on a un logement ou 2 logements et qu'on se dit maintenant il faut passer sur un autre mode d'exploitation que quand on a 5000 chambres partout en France. Mais quand on a moi j'appelle ça un grand, quelqu'un qui a une vision aussi large du marché qui dit ça, faut aussi pouvoir l'écouter. Non, mais c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que aussi dans l'optimisation, refaire son étude de marché à certains moments, c'est important. Alors, pas tous les mois, on va pas faire ça, mais quand on voit justement que malgré toutes les actions qu'on met en place, le logement ne tourne plus comme ça tournait avant, refaire une étude de marché pour voir effectivement s'il y a eu une mutation des choses et accepter de faire cet arbitrage. Que pareil, l'arbitrage, c'est pas comme ça en un claquement de doigts, il faut aller sur des données factuelles. Et pareil, quand vous vous lancez dans la LCD, dans une ville donnée, avec un type de logement donné, faites une étude de marché. C'est toute cette partie invisible de l'iceberg qui fera la différence entre les professionnels et les amateurs. Comme je dis toujours aussi, les amateurs supposent, les professionnels mesurent. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, c'est pas au doigt mouillé que je fais telle ou telle chose. C'est je mesure les choses. Et c'est en plus aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils, par exemple comme RDNA, comme PriceLabs ou plein d'autres, qui vous permettent d'avoir une extraction des données du marché et de pouvoir les analyser. C'est Donc clair aujourd'hui, que profitez-en. ouais, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui, hein. Et puis c'est abordable. Je veux dire, on n'est pas sur des prix qui sont non plus extravagants. Donc on a tout ce qu'il faut pour pouvoir optimiser, comme tu l'as dit, et prendre des décisions éclairées. Donc faites-le. Et c'est là où les 20% stratégiques que je parlais tout à l'heure qui sont extrêmement importants. C'est-à-dire que tout ce que vous avez automatisé, vous automatisez. Tout ce qui n'est pas automatisé, vous déléguez, on en a parlé un peu. Et le reste de ce temps-là que vous avez donc optimisé, c'est pour faire de la stratégie. Et il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. Ça, vous n'allez pas pouvoir le déléguer. Donc, il faut que toutes les tâches chronophages, répétitives, toutes les tâches humaines, etc., soient déléguées ou automatisées. Et vous concentrez que sur l'aspect stratégique de votre activité. L'aspect opérationnel, il doit être délégué ou automatisé. Vous êtes le stratège, même si vous avez 1 ou 2 logements. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire, mais c'est à vous de le faire. Et c'est là où vous apportez votre plus-value, c'est là où vous apportez vos analyses, c'est là que vous regardez. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans le bon mindset, si vous n'êtes pas capable de payer un outil 30 ou 40 euros, je ne sais plus comment ça coûte RDNA par mois, mais que vous avez fait un investissement de 200 000, 250 000 euros, voire plus, en fait, je me dis, vous n'êtes pas du tout dans le bon mindset, en fait. C'est que vous êtes à côté de la plaque quand vous faites ça. Moi, ce que je fais du coup par rapport à ces outils-là, alors je le fais sur Booking. En fait, je mets des frais de service en plus. Du coup, j'ai petite portion de frais de service qui me permet en fait, je me dis en fait c'est 1-2 euros par voyageur par séjour en fait qui vont me permettre de payer en fait ces outils-là. Tout simplement pour le voyageur en fait ça se voit pas forcément en fait. Enfin 1 ou 2 euros, enfin ça pose pas de problème pour ma part en tout cas ça pose pas de problème et moi c'est de l'argent en fait qui me permet de payer mes outils quoi. Non, mais c'est exactement ça en fait. Il y a différentes effectivement manières de faire. Soit on l'ajoute dans les frais de ménage, et ou soit effectivement. Et puis les frais, en parlant de frais de service, ça me fait penser quand vous utilisez le système de paiement par Booking, donc c'est Booking qui encaisse l'argent pour vous, ils vous prennent 1,1% je crois Oui. en plus. Ça pareil, mettez-le en frais de service. Pour que vous, ça vous coûte rien. Ça, c'est l'optimisation à moindre coût. Le voyageur, c'est $1 pour lui. Mais vous, si vous avez 1, 5, 10, 15, 20 logements, à la fin de l'année, c'est du chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, c'est plein de petits détails comme ça que vous pouvez optimiser. Et vaut mieux avoir 5 logements optimisés plutôt que d'en avoir 15 qui sont pas du tout optimisés. Et donc, qui vont pas vous rapporter l'argent que vous souhaitez. Et en plus, par contre, qui vont vous bouffer votre temps au quotidien, quoi.
L'optimisation aussi, ça passe par. On en avait parlé, je crois, Maxime, dans le privé ou dans le public, je sais plus. Tout ce qui est abonnement, Internet, Dès qu'il y a de la EDF, mutualisation possible, électricité. Moi, je fais une fois par an. En fait, je me pose. C'est souvent vers Noël, en fait, où là, c'est un peu plus cool et qu'on s'est pris 2 semaines de vacances, vraiment 2 bonnes semaines de vacances. Et là, je regarde. Voilà, je fais le point. Qu'est-ce qui pourrait coûter moins cher? Alors souvent, c'est l'électricité. Voilà, je regarde. Et ben en fait, il y a des offres tous les ans. Hop, je résilie. Je résilie même pas en fait. C'est le nouvel opérateur qui résilie à ma place. En fait, c'est hyper simple à faire. Internet, c'est pareil, etc. Et je passe en revue tous mes trucs. Et à la fin de l'année, ça fait de l'argent, quoi. Quand on a un logement, ça se voit pas forcément, mais quand on en a 10, 15, 20, t'as ça. Moi, je vois quand on a aussi des clients, tu sais, qui viennent nous voir, ils nous disent, mais est-ce qu'un site de réservation, c'est vraiment en direct? C'est vraiment intéressant. Là, moi, vous me dites, je vais pouvoir faire 20% de réservation en direct. Faut que je vais pouvoir proposer, je vais économiser 10% de commission à peu près parce que j'offre les 10%. Donc finalement, je vais pas gagner grand-chose. Oui, effectivement, s'il y a qu'un seul logement, peut-être que la question se pose. Et encore que sur une vision de long terme, non. Mais dès qu'on en a plusieurs, en fait, dès qu'on a 2, 3 logements, bah il y a des économies à réaliser là aussi parce qu'en fait, on pense pas à tout ce qui est. Tu parlais du parcours voyageur, Nicolas, tout à l'heure, avec c'est dès qu'il regarde votre annonce jusqu'au moment où il part. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec la fin. C'est le voyageur, en fait, c'est le parcours voyageur, il peut aller plus loin et ça s'appelle la fidélisation. Et c'est ce qui permet en fait qu'il va revenir. Et donc pour beaucoup en fait un site de réservation, dire, ouais, ça va pas me rapporter beaucoup. Mais c'est quoi le problème? Si ça vous rapporte en plus, en fait, c'est ça le truc, c'est de se dire, je vais pas mener une action qui me coûte rien parce que j'ai un channel manager, parce que j'ai automatisé. J'ai un tarif d'investissement, bien sûr. Il y a un petit invest à faire au départ. Mais si après, ça tourne tous les mois et que ça me rapporte, c'est quand même l'idée de la location courte durée quand on en fait, c'est d'avoir une automatisation et d'avoir un peu de passivité dans la génération de revenus. Et là, on a une génération de rentabilité supplémentaire sans avoir à mener d'action. Par contre, il faut avoir mis en place les automatisations au préalable, notamment le channel manager. Mais tu Et vois, effectivement, je partage ton avis. Hein, c'est que le parcours voyageur, et je valide ce que tu viens de dire, va au-delà de même que lorsqu'on quitte le logement, c'est toute cette partie fidélisation qui est importante. Et il faut toujours, en fait, quand on est entrepreneur, quel que soit le business qu'on fait, réfléchir entre le coût et l'opportunité qu'on a. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va me faire gagner par rapport à combien ça me coûte. Par contre, ce qu'il faut pas faire, et c'est pour ça que c'est votre rôle d'être stratégique, c'est de courir après tous les lièvres en même temps. On peut pas apprendre à utiliser un chantier à la fois. C'est en fait l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vouloir tout faire en même temps, donc finalement ne font rien. Et ils ont un site qui est à moitié fait, ils ont une annonce Airbnb qui est à moitié faite, une annonce Booking qui est à moitié faite, un channel manager qui est à moitié paramétré. Et là, ils se disent, on m'avait dit que ça allait fonctionner. Oui, mais t'as tout fait à moitié. J'irais même plus loin sur cet aspect-là. Souvent, Samy, il a un mot pour ça, c'est comment attirer par l'objet qui brille. oui, l'objet brillant. L'objet brillant. L'objet brillant, le syndrome de l'objet brillant, voilà. Ouais. Et je trouve que ça, c'est souvent c'est couplé à un autre truc, c'est faire par soi-même. Et alors là, en fait, on priorise pas, et en plus, on essaye de faire par soi-même, alors qu'on n'a pas forcément les compétences. Et après, les gens sont déçus des résultats et ont des préjugés qui sont pas forcément les plus pertinents. Je vais prendre un cas très concret de quelqu'un qui prendrait un channel manager, qui se dirait je vais utiliser le moteur de recherche du channel, faire mon site moi-même parce que j'ai vu des trucs sur internet, je vais faire du no-code. Il va y avoir passé un temps incroyable. Il va avoir un site internet, il connaît pas le marketing digital, donc il va pas avoir fait quelque chose qui optimise le parcours et donc il va pas convertir, donc il va pas avoir les bons résultats, donc il va être déçu. Il va pas le recommander à ses proches, il va pas mettre en place les stratégies pour le valoriser, il va pas en être content. Alors qu'à côté de ça, il aurait fait appel au bon prestat et il serait focalisé sur la gestion de ses prix avec la mise en place d'un outil de revenu management. Derrière, en fait, il aurait pu, pendant que quelqu'un travaillait pour lui à lui développer son site, qui va atteindre ses objectifs,
lui travailler sur ses prix et déjà augmenter déjà sa rentabilité et faire en sorte d'avoir une stratégie tarifaire pertinente pour son site de réservation. Donc en fait, il y a, comme tu dis, il faut prioriser, mais il faut aussi savoir, c'est là où je te rejoins, hein, sur la délégation, trouver le bon partenaire pour pouvoir avancer sur certains sujets. Il y a des fois, malheureusement, on maîtrise pas tous les enjeux. On essaye, nous, d'en partager un maximum dans le podcast, mais il faut aussi bien savoir, des fois, déléguer à la bonne personne. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai une petite question, du coup, je rebondis. Pour toi, une personne qui a son logement dans une conciergerie ou ses logements dans une conciergerie, est-ce qu'il doit quand même avoir la main sur cette optimisation-là ou laisser faire la conciergerie? Alors, moi, je pense que si le client a décidé de déléguer à une conciergerie, il faut laisser la conciergerie faire. Parce qu'aujourd'hui, si la conciergerie tente d'optimiser et toi, tu tentes d'optimiser, ça va être compliqué parce que, en fait, les deux, vous allez toucher à des réglages, etc. En plus, moi, quand j'accompagne les conciergeries, je suis le premier à dire, dites à vos clients, voilà, la délégation est totale, vous gérez tout de A à Z, sinon ça devient ingérable. Ça, c'est important. Par contre, il y a aussi l'autre versant, c'est moi, en tant que propriétaire, toujours me poser la question si ça vaut le coup d'être en conciergerie. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'en conciergerie, les coûts pour les conciergeries augmentent. Aujourd'hui, il y a des logements qui ne valent pas le coup d'être en conciergerie. En tout cas, si on veut gagner de l'argent. Parce que sur des petites surfaces, vu qu'on prend en tout cas le business model pratiqué par la plupart des conciergeries, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires. Entre ce que je gagne, le pourcentage de chiffre d'affaires que je donne à la conciergerie et ce que je dois payer comme crédit, etc., soit je suis en cash flow négatif, soit je gagne très peu d'argent. Là, quand on est dans cette situation-là, si en tout cas on veut gagner de l'argent, il faut réfléchir à peut-être apprendre à faire par soi-même. C'est-à-dire apprendre à automatiser par soi-même, déléguer par soi-même. Si par contre on veut juste une conciergerie pour vraiment rien gérer, on fait du patrimonial, même s'il y a un peu de cash flow négatif, on s'en fiche, ça, on n'est pas là-dedans, mais ça c'est important parce qu'aujourd'hui, on voit bien, il y a une mutation aussi dans les conciergeries, c'est qu'aujourd'hui, avant les conciergeries faisaient du quantitatif. Aujourd'hui, ils partent sur du qualitatif parce qu'aujourd'hui, d'avoir un studio à gérer ou un T3, ça prend le même temps quand on est en conciergerie. Donc les conciergeries sont dans cette optimisation, eux, de se dire je vais prendre des logements qui me rapportent le plus et je vais aller que sur ce type de parc de logements pour pouvoir continuer à vivre et à durer dans le temps. C'est une mutation qui est en train de se faire et qu'il faut faire si on veut pas que les conciergeries, si on est en conciergerie, meurent d'ici quelques années. Donc nous, en tant que propriétaire, on doit aussi se poser cette question, est-ce que mon logement vaut encore le coup d'être en conciergerie en fonction de mes objectifs? Et ça, c'est important. Mais par contre, si on part du principe, c'est comme si j'ai un bien, je le mets en agence immobilière, je délègue. Mais par contre, je dois quand même vérifier que le travail fait par cette conciergerie ou cette personne à qui j'ai délégué est bien fait. Est-ce que ça correspond à mes besoins? Aujourd'hui, si vous êtes sur une conciergerie qui dit moi je vais que sur Airbnb, je veux pas sur Booking parce que je sais pas le faire, ou je fais pas de revenu management, ou j'en sais rien, tiens, je fais que des 7 nuits minimum parce que j'ai décidé que c'était plus facile pour moi. Ça, attention, parce que là, vous êtes avec une conciergerie qui travaille dans son propre intérêt à lui ou à elle, mais pas dans le vôtre. Or, il faut que les intérêts soient alignés entre une conciergerie et son propriétaire. C'est exactement ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, recruter doucement, virer facilement. Ouais. Il faut que ta conciergerie soit dans l'optique également, même valeur que toi, d'optimisation, d'aller rechercher du coup du cash flow supplémentaire, d'aller si c'est la facilité pour elle, ça vaut pas le coup pour soi. Enfin, pas du tout. Exactement, c'est pour ça que c'est important de savoir ce qu'on recherche et bien vérifier quand même les indicateurs. C'est-à-dire en tant que propriétaire, même si c'est pas vous qui allez agir, c'est quand même regarder votre chiffre d'affaires, quel est le taux d'occupation, quel est le prix moyen auquel ça s'est loué, ça vous pouvez avoir les infos. Et surtout, point de vigilance pour vous les propriétaires, notamment quand vous êtes avec une conciergerie qui n'a pas de carte G, qui est quand même la plupart des conciergeries en France, vous restez maître et propriétaire de vos annonces. Donc ça, vous dites bien à votre conciergerie, elle crée pas sur son propre compte de sa conciergerie votre annonce Airbnb Booking, c'est vous sur votre compte Airbnb Booking, vous avez vos annonces qui ont peut-être été créées par la conciergerie, vous vous positionnez en co-hôte, mais parce que si à un moment donné ça s'arrête, vous devez pouvoir récupérer vos annonces. Ça, je vois énormément de propriétaires qui se font bloquer et qui n'ont plus d'annonces et doivent repartir de zéro. Ça c'est hyper important, on en fera un Reels Instagram. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a tellement de conciergeries qui vont créer les annonces sur leur propre compte et dès que ça se passe mal, en fait, le propriétaire est complètement prisonnier.
il est plus exactement. journée, il dit mais comment je fais pour récupérer mon annonce? Bah tu peux pas, donc tu es Tu obligé peux de pas, rester avec tu tes repars de compteurs zéro. et donc ça se passe hyper mal. Donc non, créez vos propres annonces et après quote directement. C'est hyper simple en plus. Je rebondis du coup par rapport au petit logement qui, selon toi, du coup, serait pas forcément rentable en conciergerie. Quelle est la solution que tu pourrais apporter du coup par rapport à ça? Alors, ils sont pas toujours rentables, hein. Je vais pas dire que c'est tous les cas, Oui, hein, parce bien que sûr, si oui, le oui. logement est atypique, etc., il peut Ouais. l'être. Moi justement, j'accompagne ce type aussi de propriétaires, hein. C'est-à-dire, je vais vous apprendre en fait à automatiser, optimiser vos annonces, apprendre à recruter un prestataire de ménage. En fait, vous allez créer votre conciergerie que pour votre logement, en fait. Vous allez l'apprendre à le faire. Et puis, alors, ça vous demande un temps de formation, ça c'est vrai, pour apprendre et un temps de mise en place. Mais une fois que vous savez le faire, vous savez que tout le cash flow que vous allez créer, ça sera uniquement pour vous et dans votre poche et non pas pour donner à l'intégralité de la conciergerie. Et donc, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Surtout si vous avez fait un crédit sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. En tout cas, si votre objectif avec votre petit logement, Mmh, c'est de gagner de l'argent, c'est vers ça pour moi qu'il faut tendre. En tout cas, si vous êtes dans une mmh. situation où vous vous apercevez que tout votre cash flow, vous le donnez à votre conciergerie parce que elle aussi, et ça, c'est pour ça, hein, je veux pas que mes propos soient déformés, les conciergeries doivent vivre et c'est Bien normal sûr, oui, oui. qu'elles prennent des 20 ou 25% de commission. Et moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Ouais. Maintenant, par rapport à effectivement il y a quelques années et aujourd'hui, on s'aperçoit que les intérêts sont plus toujours alignés sur des petites surfaces, et donc c'est important de se poser la question. Maintenant, si vous travaillez avec une conciergerie uniquement pour tout déléguer, faire du patrimonial, l'aspect financier ne vous intéresse pas grand-chose, ça c'est pas votre intérêt. Ah oui, vous pouvez laisser une conciergerie, elle gère tout pour vous, vous êtes tranquille. Et il y a des fois, je préfère dire aux propriétaires, vaut mieux, ok, vous allez travailler 3-4 heures par semaine sur votre logement. Quand vous avez un logement, vous allez tout automatiser, etc. Mais tout le bénéfice, c'est pour vous si l'aspect financier, c'est le plus important pour vous, plutôt que vouloir tout déléguer, tout déléguer à une conciergerie et rien gagner. Parce que là, en fait, vous alignez plus vos objectifs. Donc ça, moi, j'accompagne à mettre tout ça en place, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, automatisation, optimisation, et puis on parlera là des indicateurs, parce qu'évidemment, il y a plein de petits tips et astuces à mettre en place. Et en fait, c'est ce que j'ai moi-même créé. Moi, en fait, aujourd'hui, j'ai jamais utilisé de conciergerie, et parce que j'ai créé mon propre écosystème qui me permet de gérer mes propres biens. En fait, Et j'utilise l'écosystème qu'utilise une ouais. conciergerie, hein, tout simplement. D'ailleurs, par rapport à ça, toi, faut qu'on explique que toi, tu n'es pas du tout dans la ville de tes logements en plus. Hein, Ah non. et j'ai souvent moi cette remarque là avec les personnes que je peux accompagner également dans mes autres activités, c'est oui mais moi mon logement il est à 2 heures 3 heures de voiture et s'il se passe quelque chose dans mon logement comment je fais, si j'ai un problème dans mon logement comment je fais, je leur dis il faut toujours un plan B en fait et s'accompagner de bonnes personnes. C'est ça. Alors en fait, moi dans mon parcours au début en 2016 quand je me suis lancé, j'habitais à côté de mes logements. En fait, moi donc je suis à Dole, Dijon et Bourg-en-Bresse. Et en fait, pour la faire simple, ça a suivi mes mutations professionnelles. Donc au début, j'étais à côté de Dijon et donc dès qu'il y avait un souci, j'intervenais. À chaque fois, je me disais, je suis pas manuel, en plus je sers à rien, je viens voir qu'il y a une fuite d'eau, ok, c'est bien. En fait, si j'avais appelé le plombier de chez moi, ça aurait été la même chose. Ouais. Et en fait, en ayant ma mutation, par la force des choses, j'ai dû trouver des solutions. Parce que par la force des choses, je me suis retrouvé à 2 heures de mon appartement. Et en fait, je me suis aperçu déjà qu'en charge mentale et puis en énergie, je gagnais. Et surtout, effectivement, j'ai créé des plans B. Donc les plans B, c'est qu'effectivement, mes prestataires qui ont fait par exemple les travaux dans mes appartements, le plombier, l'électricien, etc., je leur dis, est-ce que si je vous recontacte, s'il y a le moins de soucis, vous pouvez intervenir assez rapidement. Voilà, on garde le contact. J'ai toujours quelqu'un qui a quand même un jeu de clés dans la ville. On a bien une connaissance, un copain, quelque chose comme ça, ou même le bar du coin, la supérette du coin, en vrai, en cas de Il y a des problème. Nuki aussi, enfin c'est pas c'est Oui. Nuki ou enfin Non, non, case, ou là où tu peux laisser tes clés quelque part. ouais petit oiseau Ouais. là, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, c'est moi aussi j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, mais c'est Kinest. pas Nuki. Kinest, exactement, c'est ça. Mm. Et donc ça, on peut utiliser ça. En fait, effectivement, il faut réfléchir à des plans B. Mais les choses les plus graves qui peuvent arriver, c'est
je sais pas, la boîte à clés s'ouvre pas, donc il faut qu'il y ait une clé quelque part d'autre. De toute façon, si Internet marche pas, Internet marche pas. De toute façon, même si vous déplacez, c'est pas vous qui allez remettre la fibre. Donc de chez vous, vous appelez votre opérateur, il va intervenir quand il peut intervenir. Après, c'est s'il y a des fuites d'eau, des fuites de gaz, tout ce qui est électricité, il faut avoir des contacts avec vos artisans et eux peuvent intervenir. C'est ça en fait le pire qui peut arriver. C'est clair. Et si par contre tout ce que vous avez automatisé, les messages sur l'adresse, le guide d'accueil, le wifi, etc., le voyageur là, il a les bonnes infos et ça vous le faites de votre ordi n'importe où dans le monde. Donc après, ce qui est important par contre, c'est quand vos prestataires de ménage font le ménage, c'est qu'ils vous envoient des photos pour que vous puissiez contrôler, vérifier que tout se passe bien. Et par contre, c'est aussi important alors soit vous avez la possibilité peut-être tous les 2 mois, tous les 3 mois d'y aller, faire un tour, c'est toujours important parce que quand le chat n'est pas là, les souris dansent comme on dit, donc c'est bien d'avoir de contrôler, comme on dit aussi la confiance n'exclut pas le contrôle, et aussi ou d'avoir quelqu'un qui soit vos yeux et vos oreilles sur place de confiance, que j'appelle un city manager, parce que peut-être si vous avez 5 ou 6 logements dans une ville, vous pouvez avoir un city manager qui sera vos yeux et vos oreilles. Alors c'est pour ça que c'est important de se dire qu'on peut pas non plus pendant 1 an, 2 ans ne pas se rendre dans ce logement, ça c'est faux. Mais par contre, s'y rendre le minimum possible, c'est tout à fait envisageable. Ça, c'est pas un problème. Mais il faut avoir réfléchi à tous ces plans B. Et moi, la manière dont je vois les choses, parce qu'on est humain, on va pas réfléchir à tout, c'est de dire à chaque fois qu'il y a une urgence, évidemment, c'est la traiter, première chose. Et deuxièmement, comment je peux faire pour que cette urgence ne réapparaisse plus jamais? C'est-à-dire, est-ce que je règle le problème pour que ça réapparaisse pas, ou j'ai quelqu'un qui peut gérer le problème. Je sais pas, j'ai eu un problème de chaudière, j'ai dû intervenir rapidement. Et maintenant, il y a le numéro de téléphone du plombier ou je ne sais quoi qui est noté sur la chaudière et c'est le voyageur qui appelle et puis qui fait venir la personne. Il y a plein d'astuces comme ça qui sont faisables ou problème de clé, il y a un voisin, le syndic ou la supérette d'à côté qui a un jeu de clé en rab s'il y a un souci. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. En fait, il faut toujours se poser la question quel est le plus grave qui peut arriver. Non, mais t'as complètement raison. Là, on va passer en été, enfin on est en été, mais on va passer du coup dans les grosses chaleurs. Sur un de mes logements, l'année dernière, c'était la première fois que je l'exploitais, c'était la première année que je l'exploitais. Je me suis rendu compte en fait que il faisait hyper chaud et mais vraiment très chaud, que limite c'était invivable à l'étage. Donc du coup, cette année, pour régler le problème, j'ai installé une clim, comme ça je suis tranquille. Voilà. Et comme ça, je sais que j'aurai plus ce problème-là. C'est fini. Non, mais c'est exactement ça. En fait, il faut voir, tu vois un problème, il faut le solutionner et c'est cette vision qu'il faut avoir là. Et t'as pas besoin d'être à côté du logement pour pouvoir solutionner le problème. Et je pense que même c'est bénéfique de pas être à côté de son logement parce que pour ma part, je le dis, quand t'es trop à côté de tes logements et que tu vas trop régulièrement les voir, tu vas te faire une montagne de choses qui sont pas forcément nécessaires. Moi, par exemple, la plainte, voilà, putain, il y a des traces sur la plainte. J'appelle mon prestataire de ménage. La plainte, elle est pas propre. Alors que le voyageur, des fois, il le voit même pas ça. En fait, exactement. Et trop dans tes logements, en fait, te font voir tous les défauts que le voyageur, au final, lui, ne voit pas. Et je pense que c'est contre-productif. C'est exactement ça. Il faut toujours réfléchir aux besoins de ton voyageur, à la valeur perçue en voyant ton logement. Et je partage ton avis. Et c'est pour ça, moi, je te dis, en étant à distance, ça m'a enlevé énormément de charge mentale. Et ça m'a obligé à faire ce travail intellectuel de trouver toujours des solutions d'automatisation, de délégation ou des astuces qui me permettent de gérer à distance. Et aujourd'hui, je le fais. Alors je dis pas, comme tout le monde, je suis pas non plus dans le monde des bisounours. De temps en temps, il y a des urgences, voilà, à gérer. Ça, il y a que vous qui allez pouvoir le gérer, on est d'accord. Mais si vous avez tout optimisé avant, votre temps, etc., vous avez le temps de gérer cette urgence. Vous savez que ça fait partie de l'équation du jeu, il n'y a pas de souci. Mais si évidemment, vous n'avez rien automatisé, vous avez passé votre journée à envoyer des messages, à répéter 4 fois la même chose sur le code Wi-Fi, comment rentrer dans le logement, etc. Vous avez modifié vous-même tous les prix toute la journée. C'est sûr que quand le soir, vous êtes en famille et que là, il y a une urgence qui arrive, alors là, c'est le trop plein, là, vous explosez et vous n'êtes pas pro dans vos réponses. Alors que si dans la journée, tout s'est bien passé parce que tout est automatisé et il y a ce souci, voilà, vous prenez avec du recul, vous dites que ça fait partie de l'équation, il peut y avoir une urgence, je la gère, et une fois que je l'ai gérée, je me dis quelle solution je peux mettre en place pour que la prochaine fois ça arrive pas. En fait, c'est ça, c'est la surcharge mentale qui fait exploser les gens et qui trouve l'aspect chronophage de l'activité. Complètement d'accord. Ouais. Bon, on approche doucement de la fin de cet épisode. Je vous propose qu'on passe à la partie sur les
Ouais. les La indicateurs troisième de partie. performance, qu'on passe pas trop vite aussi sur ce point-là, parce que je trouve que c'est un point qui est hyper intéressant, Ça, c'est qui le est point de pas, Maxime, il adore les bah ouais, mais KPI. c'est pas un sujet dont on parle très souvent finalement. On parle des KPI, on va parler, comme tu disais, de son chiffre d'affaires. D'autres vont se comparer avec le taux de réservation. Toi, Nicolas, quels sont peut-être les éléments indispensables à contrôler pour voir la bonne santé de son activité et puis pour avoir des axes de développement. Comment tu nous l'as dit tout à l'heure, on va observer s'il y a des indicateurs qui passent au rouge. Euh, la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu regardes et à quoi tu le compares. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment, s'il y a 3 données à retenir, on peut aller un peu plus dans le détail, mais au moins les 3 données, c'est chiffre d'affaires, taux d'occupation, prix moyen à l'annuité. Ces 3 données, vous devez les connaître par cœur sur chacun de vos logements. Vous allez donc avoir vos propres données que vous allez comparer à ceux du marché. Donc vous allez aller par exemple sur un outil comme AirDNA et vous allez contrôler le taux d'occupation et le prix moyen à l'annuité et le chiffre d'affaires de votre marché pour le même type de logement. Donc vous allez vous comparer à ce qui est comparable. Vous ne prenez pas les données globales du marché, vous prenez que les données qui sont liées à votre propre type de logement. Et en comparant, vous allez vite voir, est-ce que vous êtes dans, on va dire, la norme, est-ce que vous êtes en dessous ou est-ce que vous êtes au-dessus. Souvent, dans les RDNA, on va parler en percentile, 25, 50, 75, 90. Mais le but, c'est pas de perdre les gens. Vous pourrez faire un truc beaucoup plus technique, mais c'est juste déjà que vous ayez cette donnée-là. Une fois que vous allez comparer, vous allez savoir si vos chiffres sont par rapport au marché, correspondent au marché ou pas. C'est possible que vous avez des mauvais chiffres, mais si le marché a aussi des mauvais chiffres, en fait, c'est pas lié à vous. C'est le marché qui a fait que vous n'étiez pas, pouviez pas optimiser les choses. Évidemment, si ça dure dans le temps, la question sera de se poser, est-ce qu'on n'arbitre pas ce logement? Peut-être qu'on est dans un marché qui n'est plus, en fait, en adéquation avec le besoin des voyageurs. Si c'est temporaire, ça peut arriver, c'est comme dans tout business, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, arrêtez d'aller sur Facebook, d'envoyer un message, j'ai pas eu de réservation ce mois-ci, est-ce que c'est normal? J'en sais rien, je connais pas ton logement, je connais pas ton marché, je connais pas ta ville, je sais pas comment tes annonces sont optimisées, etc. Alors tout le monde répond avec bienveillance en dessous, hein. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, et là ce que tu fais en fait, c'est simplement t'es en train de dérégler tout ce que tu as fait, parce qu'en fait tu fais au doigt mouillé des choses. Donc tu regardes les données. Quand tes données, par contre, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ton marché a performé et que toi, tu as sous-performé. Là, tu dois analyser. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'est ton taux d'occupation? Est-ce que c'est ton prix moyen? Et en fonction de ça, d'aller vérifier qu'est-ce qui peut faire évoluer ça. Par exemple, ton prix moyen, il était peut-être trop élevé par rapport à celui de ton marché. Donc là, peut-être qu'effectivement, c'est un problème de prix. Donc là, tu vas peut-être aller dans Price Lab, tu vas aller voir ton revenu management, tu vas voir, il y a peut-être des choses à évoluer. Mais avant de faire ça, tu vas te dire, attends, je vais d'abord aller sur mes annonces, je vais aller voir le taux de clic sur mes annonces et je vais aller voir le taux de conversion. Si le taux de clic, il est élevé et que la conversion est pas bonne, c'est qu'effectivement, il y a un problème sur le prix. Parce qu'en fait, ton annonce attire, mais les gens arrivent sur ton annonce et derrière louent pas. Donc c'est qu'il y a un souci sans doute de prix. Et c'est en adéquation avec ce que j'ai analysé, c'est-à-dire par exemple mon prix moyen était trop élevé. À l'inverse, je vais voir que mon taux d'occupation est bien trop faible, mon prix moyen est bon, mais mon taux d'occupation est trop faible. Et je vois que mon taux de clic, sur Airbnb, Booking, on peut le voir, hein, le taux de clic, on peut le comparer avec des logements similaires ou à son marché, je vois que mon taux de clic est faible. Là, je vais direct me poser la question, est-ce que ma première image est attirante? Est-ce que le titre, la description est attirant? Et en fait, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. Et une fois qu'on a analysé, on se dit, OK, en fait, là, je m'aperçois que c'est mon taux de clic qui est pas bon, qui sans doute amène à ce que mon taux d'occupation est pas assez bon. Donc, je vais tout faire pour améliorer mes taux de clic. Donc, pour améliorer mon taux de clic, c'est déjà, il faut que mon annonce soit visible un maximum. Donc, peut-être je vais mettre un petit coup de promotion pour ressortir dans les algorithmes. Je vais peut-être sortir et je vais modifier ma première image. Et puis ensuite, je vais laisser voir comment ça fonctionne. Ce qui est aussi important dans ça, quand on analyse le marché et puis derrière on met des actions en place, c'est de modifier un ou deux leviers et attendre une semaine, voir les résultats et après remodifier. Parce que si vous modifiez 10 leviers d'un coup, si ça marche ou si ça marche pas, vous savez pas ce qui a marché. Ouais. Et donc ça, c'est important. Mais pour revenir dans l'ordre, en fait, c'est un entonnoir. Vous regardez ces 3 données que j'ai dit, chiffre d'affaires, taux d'occupation, prix moyen, vous comparez sur AirDNA par exemple, vous regardez si vous êtes au-dessus, en dessous ou dans la norme. Si vous êtes en dessous, vous regardez quelle est la donnée qui est en dessous et vous réfléchissez à qu'est-ce qui influe sur cette donnée.
le taux de clic, le taux de conversion, les apparitions dans les recherches. Et en fonction de ce chiffre-là, c'est là que vous réfléchissez en disant qu'est-ce que je peux faire évoluer. Et ça, c'est important. Et la plupart du temps, en plus, vous allez voir, c'est pas le prix le problème. Souvent, je suis pas assez visible, j'ai pas assez de taux de conversion, c'est-à-dire les gens sont cliqués sur l'annonce, ne convertissent pas, ou j'ai pas un taux de clic assez élevé. Tu vas aller chercher où, Nicolas, ces données-là? Par exemple, sur Airbnb, vous activez les outils professionnels, tout le monde peut les activer. Vous allez dans votre profil, vous les activez, et ça vous donne en fait une courbe où vous êtes situé vous sur le taux de clic, le taux de conversion, la visibilité par rapport à votre marché. Et donc vous allez voir si vous êtes en dessous ou au-dessus. Et sur Booking aussi, dans les outils, vous pouvez aller vérifier ces informations-là. C'est le point que j'évoquais tout à l'heure. J'avais dit que je gardais pour la fin. Question piège. C'est la question piège, ouais, de pas justement s'arrêter uniquement aux data qui sont disponibles sur le Channel Manager, parce que les plateformes ont quand même accès à beaucoup plus de données. Elles ont beaucoup plus de data que ce qui est remonté sur les Channel Managers, puisque elles analysent chacune d'une manière différente. Donc, il faut aller voir sur directement les outils qui sont à disposition. Quand on a reçu justement la directrice générale de Booking.com, elle nous a parlé de l'extranet. On va pas refaire un focus sur l'incrémentalité, mais ils ont une notion de, on va vous indiquer combien vous gagnez quand vous faites une promo. Tu vois, ils vont ce qu'ils appellent l'incrémentalité. Je trouve que c'est très intéressant de de pas, tu vois, d'avoir un résultat clair sur se dire, j'ai souscrit au programme Genius, ça m'a coûté tant en termes de baisse de prix, mais ça m'a rapporté tant. Donc, est-ce que c'est rentable ou pas? Donc voilà, c'était le point, c'était de dire ne pas s'arrêter. Effectivement, je partage ton avis, il faut pas s'arrêter au Channel Manager. Par contre, ce qui est bien avec le Channel Manager, c'est que ça va te donner une première vision assez rapide. Les premières données, tu vas les avoir. Et après, c'est effectivement à toi de creuser, soit sur Airbnb, soit sur Booking, sur AirDNA, aller chercher les infos supplémentaires dont tu as besoin pour analyser. Et c'est ensuite que tu analyses. Une fois que tu as analysé, que tu as réfléchi à la stratégie que tu allais mettre en place, que là, tu modifies sur tes annonces. Et tu fais surtout pas l'inverse. Parce que tout le monde modifie, touche à tout, et puis après se dit, il n'y a plus rien qui marche. Et ça, c'est important. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai vu il y a pas très longtemps et qui m'a surpris. On se posait la question si Airbnb et Booking communiquaient sur leur prix en fait, et savaient si l'un et l'autre on était plus cher ou moins cher, etc. Et en fait, Airbnb, on peut le savoir en fait. Moi, j'ai eu un graphique, je sais pas comment j'ai fait, hein, mais j'ai cliqué sur quelque chose sur Airbnb, j'ai eu le graphique. Vous êtes plus cher sur Airbnb que sur Booking. Donc du coup, baissez vos tarifs ou enfin, ils m'ont mis ça, je sais pas comment, mais en fait, ils savent combien je suis sur Booking et sur Airbnb. C'est un truc de fou. Ouais, alors j'ai déjà vu ça. En ce moment, je le vois plus sur. J'ai eu un graphique comme ça. Booking, vous êtes à temps. Airbnb, vous êtes à temps. Alors je sais pas toi si t'es dans cette commenter sur Airbnb, toi ça. j'ai eu temps. Ouais, moi aussi j'avais déjà vu là-dessus, mais je le vois plus en ce moment. Toi, je sais pas commenter Samy, mais moi, honnêtement, je m'en fiche que j'ai plus de résa sur Booking ou Airbnb. Oui, moi, pareil. tant que c'est loué, tant que mon taux d'occupation, mon chiffre d'affaires correspond. Ouais. Mais il y a, je pense, vous avez peut-être des personnes qui vous contactent qui disent, je comprends pas, je suis à 80-20, donc je veux augmenter mes résas sur Airbnb parce que j'en ai trop sur Booking. Moi, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. De toute façon, en fait, nous, on a des denrées périssables, c'est des nuitées. Donc, en fait, le fait que tu loues plus sur Airbnb ou sur Booking ne t'amènera pas il y a 30 ou 31 nuits par mois, donc tu ne loueras pas beaucoup plus. Si t'avais pas de denrées périssables, tu vends du produit illimité. Ça, ok, c'est intéressant cette logique de se dire, sur cette marketplace, il faut que j'augmente mes ventes. Mais en fait, là, ça sert à rien. T'augmentes d'un côté, tu diminues de l'autre. Pour moi, c'est pas. Enfin, je trouve pas l'intérêt. Justement, je te posais la question. C'est moi qui inverse ce podcast. C'est moi qui pose les questions maintenant. Moi, je parie que toi. Hein, je suis à bien plus sur Booking, hein, par exemple. Hein. Souvent, c'est pour le côté dépendance. C'est de se dire, quand je réalise un certain volume sur une plateforme, et là, le 80-20, c'est parlant, de te dire, ah ouais, mais si demain, en fait, j'ai cette plateforme qui s'arrête, et donc, du coup, il y a un côté inquiétant. Voilà. Je pense, quand on te pose cette question-là, c'est plus se dire, ouais, mais si demain je me fais striker, la question en général, c'est plus quand je fais 80% sur Airbnb, je voudrais aller chercher plus sur Booking parce que il y a quand même, et on le voit pour ceux qui sont sur les groupes Facebook,
ah, je me suis fait toper mon annonce, je suis suspendu. Donc les gens en fait je pense qu'il y a une appréhension vis-à-vis de la plateforme parce qu'il y a des décisions unilatérales qui sont pas forcément comprises et surtout sur lesquelles on n'a pas de recours. Donc c'est une problématique. Là où nous on a plus la question, c'est aujourd'hui je fais que 5% ou 10% en direct. C'est quoi les actions que je mène? Parce que dans mon mix, je veux faire augmenter cette part. Et là où on a toujours une denrée périssable, simplement dans mon mix, si j'ai un canal de distribution qui est plus rentable que les autres, effectivement, je le fais grossir. Donc ça c'est important. Si je fais que 10% en direct et que en fait en menant des actions, je peux faire 20-30% en direct et donc aller chercher plus de rentabilité, avoir une meilleure maîtrise de mon business, avoir un meilleur contrôle sur la relation que j'ai avec mon client plutôt que passer par un tiers qui lui va être un arbitre souvent en faveur, pas en ma faveur. Donc ça, c'est un vrai axe de travail. Par contre, aller rééquilibrer les plateformes entre elles, on l'avait vu quand tu étais intervenu dans notre épisode, justement, tu nous avais parlé, tu es venu dans le podcast pour nous parler de ta suspension sur Airbnb. Airbnb, ouais. Et tu nous as dit, en fait, il y a une vraie cannibalisation entre les plateformes. C'est-à-dire que quand j'ai été suspendu, en fait, j'ai pas perdu autant que ce que me rapportait Airbnb, puisque j'ai mon site de réserve en direct et Booking qui ont compensé une partie de la perte. Et donc, en gros, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les plateformes entre elles se cannibalisent, c'est-à-dire qu'elles se prennent des parts de marché. Et donc, si aujourd'hui vous faites 20% sur Airbnb et 80% sur Booking, ça veut dire que la plateforme est plus performante. Il n'y a pas que votre annonce, il n'y a pas que vos prix, c'est que les efforts marketing de Booking sont plus forts aussi. Et donc, du coup, si demain, je sais pas, vous fermez 10 nuitées, peut-être que vous allez les récupérer sur Airbnb parce qu'en fait, elles ont été vendues avant. C'est pas qu'elles auraient pas été vendues sur Airbnb, c'est qu'elles ont été vendues avant sur Booking qui a été plus performant. Et d'ailleurs, j'ai échangé, on a fait le salon de la location saisonnière avec une OTA qui était présente, qui me disait, en fait, cet écosystème, il est aussi nécessaire pour les plateformes d'avoir cette cannibalisation entre elles, parce que ce serait problématique en fait d'avoir qu'une seule plateforme qui écraserait le marché. Les plateformes, c'est une compétition vertueuse finalement, d'avoir plusieurs concurrents parce que comme ça, le client déjà il a le choix, ça s'adresse à différents types de cibles et ils s'apportent mutuellement et donc ils peuvent aussi aller chercher des parts de marché chez les autres. Donc c'est en ça et donc la réservation en direct est aussi un acteur de ce cercle vertueux. Donc c'est vraiment le rééquilibrage pour finir sur ce point-là. Je pense que c'est plus de l'inquiétude et de la peur de se dire mais si en fait j'ai une plateforme qui pète, je perds 80% de mon chiffre d'affaires. Ouais, c'est ça. En tout cas, déjà, je pense que pour tous ceux qui ne sont pas sur Booking, il faut qu'ils y aillent parce qu'il y a plus de chances de se faire striker sur Airbnb que sur Booking. Oui. Enfin, je vois plus de messages de personnes qui se font striker sur Airbnb. Je crois que j'ai jamais vu des gens d'ailleurs se faire striker sur Booking. Donc voilà, ça c'est important. Par contre, d'anticiper parce que la problématique, c'est si vous faites striker sur Airbnb, vous dites bon là, je vais aller sur Booking maintenant. Entre le moment où vous créez votre annonce, de temps en temps, Booking fait des vérifications pour valider votre annonce, vous allez perdre du temps. Donc faites-le dès maintenant. Ça, s'il y a un conseil à faire, attendez pas que le problème arrive. C'est ça. C'est la même chose pour le site de réservation en direct. Exactement. C'est pas quand le problème arrive qu'on se dit tiens, le site il va prendre tout de suite le relais. Non, pareil, il faut le mettre en place. Il y a le référencement, il y a à faire connaître ça à ses clients. Notre premier vecteur de réservation en direct, c'est la fidélisation. Si on le met en place, c'est pas demain qu'on va avoir des réservations. Sur 30 jours, on va avoir un premier axe de fidélisation, mais c'est au long cours. Donc c'est hyper important. Je vous propose pour conclure cet épisode, on s'était noté un petit point avec Samy, parce qu'on sait que à côté de cette activité, dans le cadre de ton activité de location courte durée, toi, tu as une spécificité qui nous a particulièrement intéressé, c'était la sous-location professionnelle. Ça nous a intéressé parce que pour nous, c'est le paroxysme, on va utiliser grand mot, de la professionnalisation de la location courte durée. C'est-à-dire que c'est un moyen de développer son parc tout en sans être propriétaire du logement, c'est-à-dire qu'on le loue pour après le sous-louer sur les plateformes en location courte durée. Pour nous, on trouve que c'est hyper intéressant parce que si on n'a pas mis en place l'automatisation, l'optimisation, bref, qu'on n'a pas professionnalisation d'activité, c'est quasiment impossible de faire de la sous-location aujourd'hui. Est-ce que tu peux
très rapidement nous parler de ça avant qu'on conclue cet épisode. Donc effectivement, la sous-location, c'est à travers un bail spécifique de pouvoir louer auprès d'un propriétaire son logement et puis vous de l'exploiter sur Airbnb et sur Booking. Ça permet effectivement de générer du capital, du cash flow, du bénéfice assez rapidement, de pouvoir faire de la location courte durée sans passer par les banques. Et donc, si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas passer par les banques, ça vous permet quand même de vous développer. Et ça vous permet aussi de tester des marchés. Quand vous avez un doute sur un marché, vous pouvez le tester, c'est assez simple. Maintenant, la sous-location n'est pas le droit à l'erreur. Pourquoi ? Parce que la sous-location, il faut que ça soit rentable. Autant quand vous êtes votre propre propriétaire. Si vous n'êtes pas rentable, vous avez quand même un minima capitalisé, vous avez remboursé votre prêt, vous capitalisez quand même, vous gagnez de l'argent d'une manière indirecte. Ou aussi, vous pouvez décider de prendre ce bien et de le remettre en location classique à l'année pour générer de l'argent et rembourser votre crédit pour capitaliser. En sous-location, c'est pas possible. En sous-location, vous capitalisez pas, vous payez un loyer à votre propriétaire. Donc, si vous n'êtes pas rentable, si vous arrêtez ce logement en sous-location, en fait, vous n'avez pas gagné d'argent. Donc aujourd'hui, effectivement, le droit à l'erreur est minime vous n'avez pas le droit à l'erreur sur la sous-location sur cette partie-là, parce que il faut aller chercher de la rentabilité pour vraiment gagner de l'argent. C'est le seul moyen que vous allez avoir, parce que vous capitalisez pas. Mais c'est on va dire assez simple et rapide de faire de la sous-location si vous connaissez tous les process, parce que vous passez pas par la case banque, donc vous gagnez tout ce temps-là et ça vous permet, grâce à des baux spécifiques, d'utiliser des préavis qui vous permettent quand même de sortir de vos engagements assez rapidement et derrière de capitaliser assez rapidement avec un capital de départ assez faible. Je dis pas un capital de zéro, ça serait mentir aussi, il faut quand même un capital de départ pour se lancer, mais qui est faible par rapport aux apports qu'on peut vous demander lorsque vous voulez investir dans l'immobilier. Donc aujourd'hui, la sous-location, c'est vraiment pour moi un levier qui est complémentaire et parallèle en fait à l'investissement immobilier. C'est pas mieux l'un, mieux l'autre. C'est deux choses qui sont vraiment complémentaires, qui peuvent être utiles dans votre parcours à un moment donné. Mais effectivement, si vous voulez utiliser la sous-location pour faire de la location courte durée, parce que c'est la manière la plus rapide de générer de l'argent. Il faut vraiment ne pas se planter sur votre étude de marché, sur les analyses des indicateurs qu'on a parlé tout à l'heure, de tout ce parcours voyageur qu'on peut automatiser et déléguer. Parce que si vous n'êtes pas rentable, en fait, vous ne gagnez pas de l'argent d'une autre manière. Donc c'est ça qui est vraiment le plus complexe dans ce système-là, et c'est toute la partie invisible de l'iceberg de la sous-location professionnelle qui est le plus important. Et quand vous voyez des personnes qui réussissent dans la sous-location professionnelle, ce sont des personnes qui ont fait un gros travail de cette partie invisible de l'iceberg dans les études de marché notamment, parce qu'une ville par exemple peut être très intéressante pour faire de la location courte durée, mais en sous-location, elle n'est pas rentable. Pourquoi ? Parce que le rapport entre le loyer et ce que vous allez générer en chiffre d'affaires n'est pas intéressant. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas de corrélation parfaite entre les loyers et les prix au mètre carré dans les villes. Et donc ça, c'est un indicateur qu'il faut regarder. Donc, pas parce que une ville fonctionne en location courte durée de manière classique en tant que propriétaire qu'elle fonctionne également en tant que sous-loueur professionnel, parce que vous allez devoir vérifier les prix au mètre carré du loyer et non pas les prix au mètre carré en vente. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, et ça je le répète souvent, la sous-location professionnelle ne vous permet pas de déroger aux règles d'urbanisme ou aux règles anti-Airbnb qui sont présentes dans certaines villes. Donc n'utilisez pas la sous-location professionnelle en pensant que vous allez pouvoir ne pas demander de changement d'usage, de surface de compensation, etc. Ça, c'est complètement faux. Vous allez devoir vous mettre en vigueur avec cette réglementation-là. Donc c'est pour ça que la sous-location professionnelle, vous pouvez pas la faire dans toutes les villes. En tout cas, vous pouvez pas la faire comme vous voulez dans toutes les villes. Ça, je suis d'accord avec toi. Le ratio, pour le rappeler, entre loyer et chiffre d'affaires, c'est x3, c'est ça ? Ouais, x2,5, x3, ouais. Si je loue 500 € un logement, il faut que je génère à peu près entre 1300 et 1500 € de chiffre d'affaires pour que, entre le loyer que je paye, les charges que je vais payer, il me reste du bénéfice. D'accord. Par rapport à un propriétaire, et c'est ce que je fais moi, je trouve que c'est hyper intéressant la sous-location parce que ça te permet, comme tu l'as dit, de tester. Pour ma part, j'ai une sous-location et j'en recherche d'autres du coup. J'ai un T3 que j'avais pas dans mon parc immobilier en tant qu'investisseur, parce que pas que
pas que je ne peux pas l'acheter, c'est qu'en fait je le trouve pas. Je ne trouve pas cet appartement ou cette petite maison à un prix qui me correspond. Voilà, je le trouve pas. Donc j'ai pris une sous-location qui correspondait par contre elle parfaitement à ce que je recherchais. Et j'ai testé donc l'année dernière, au mois de juin dernier, tu vois, ça fait tout pile 1 an que j'ai cet appartement-là en sous-location. Et aujourd'hui, je suis convaincu qu'un T3 dans mon secteur, c'est ce qu'il faut avoir. C'est ce qu'il faut avoir. Donc maintenant, là, je sais que focus, rechercher du coup soit un immeuble, soit un T3 ou T4 dans mon secteur. Parce que j'ai testé, j'ai vu que mon loyer, moi je le paye 670 €. Et cet appartement-là me rapporte entre 2500 et 3500 € par mois en fonction de la période. Donc, je sais qu'il va être hyper rentable, il n'y a aucun souci, je peux y aller les yeux fermés. Et même auprès de la banque, je peux dire, regardez, j'ai un appartement sous location du même type qui me rapporte tant. Donc, du coup, moi, cet appartement-là que je veux acheter en investissement, en fait, il va me rapporter pareil parce que c'est la même chose. Donc, voilà, c'est cette partie sous-location pour un investisseur immobilier, elle est hyper importante pour tester le marché et aussi se faire des revenus complémentaires, augmenter du coup son chiffre d'affaires, ses bénéfices, pour pouvoir après réinvestir dans de l'investissement. C'est ça, effectivement. Voilà. L'avantage, c'est que ça vous crée du capital rapidement. Vous pouvez utiliser derrière pour faire de l'apport, ou si, je sais pas, vous voulez partir vers du marchand de biens, vous faire un apport plus Exactement. important. C'est pour ça que pour moi, c'est deux choses qui sont complètement complémentaires, qui ont des intérêts complémentaires, mais qui ont des finalités par contre différentes. C'est-à-dire, faut pas se lancer dans la sous-location en pensant que nous allons capitaliser. C'est pas de l'investissement immobilier, c'est de Exactement. l'entrepreneuriat. On utilise l'immobilier pour y arriver, on utilise la LCD pour y arriver, mais on est dans une optique différente. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser, Nicolas, si les personnes qui nous écoutent sont intéressées pour en savoir plus, s'ils ont déjà des logements et que ça peut être une stratégie, ils peuvent prendre rendez-vous avec toi pour discuter directement de leur projet, c'est bien ça? Ce qui serait bien, c'est que tu présentes tes différents programmes de ce que tu peux proposer à la communauté. Alors, sur la sous-location professionnelle, j'ai un programme qui s'appelle Sous-location Pro Mastery, qui est un accompagnement, qui n'est pas une formation, je dis bien un accompagnement. Donc, il y a un espace de formation intérieur parce que c'est important d'avoir quand même des enjeux théoriques communs et qu'on parle bien le même langage lorsqu'il y a l'accompagnement qui se met en place. Et derrière, il y a un accompagnement qui se fait à travers des accompagnements individuels, collectifs et à travers donc des coachings pour atteindre vos objectifs. Cet accompagnement, il dure 1 an et j'ai différentes formules dans ces accompagnements. C'est pour ça qu'en fait, je prends des rendez-vous téléphoniques. C'est moi qui fais les appels téléphoniques. Vous allez avoir personne d'autre au téléphone pour justement voir si vos objectifs et vos envies sont en adéquation avec la sous-location professionnelle et avec ce que je peux vous proposer. Donc effectivement, Maxime et Samy, dans le cadre du triplex, vont pouvoir vous mettre en place le lien qui va vous permettre de prendre rendez-vous avec moi. C'est www.automaticbnb.fr/triplex. Prenez rendez-vous avec moi. Dans le cadre des accompagnements, donc qui durent 1 an, si vous venez de la part de Triplex, moi je vous fais 10% de remise sur cet accompagnement-là. Mais il est extrêmement important, et moi je préfère qu'on passe par un appel téléphonique. Ça permet vraiment de définir si vos stratégies, vos objectifs, etc. sont vraiment en adéquation avec ce système. Parce que moi, mon but, c'est pas de vous vendre du rêve et vous dire que demain matin, vous serez sous les palmiers et les cocotiers. Et puis d'ailleurs, je sais pas si vous avez fait attention, mais tout à l'heure, je parle jamais d'indépendance financière, etc. Bon, c'est vraiment des mots qui sont des red flags à mes yeux, parce que en fait, dans ma vision, c'est la sous-location doit vous permettre d'atteindre une certaine liberté, d'atteindre une certaine qualité de vie, mais il y a que vous qui pouvez la définir. Certains, c'est effectivement, ils vont accepter d'avoir 30, 40 sous-locations pour pouvoir vivre que de ça, remplacer leur salaire. D'autres vont vouloir simplement partir quelques années plus tôt à la retraite. D'autres vont vouloir payer des études à leurs enfants. D'autres vont vouloir payer des vacances à leurs parents. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça, chacun a des objectifs différents. Et il faut savoir que cette activité va vous permettre d'atteindre la propre liberté que vous voulez atteindre, mais des libertés qui sont accessibles et réalistes. C'est surtout ça. Donc, si au téléphone, je m'aperçois que vous êtes trop utopiste, d'une part, je vous le dirai, et d'autre part, j'essaierai de vous réaligner par rapport à la réalité. Et moi, j'accompagne uniquement des personnes qui, voilà, veulent déjà passer à l'action réellement, sont prêts à passer à l'action immédiatement
et sont réalistes dans leurs objectifs pour pouvoir effectivement être satisfait derrière de ce que je mets en place et surtout pour vous qu'il y ait une transformation. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir sur Trustpilot, il y a les avis de mes voyageurs, de mes clients, vous tapez Automatic BNB, vous verrez, on est à 4,8 ou 4,9 sur 5. Les gens sont extrêmement satisfaits parce que j'ai aucune honte et aucune peur de dire au téléphone, bah non, nos objectifs sont pas alignés, ça correspond pas à ce que je peux, dans le cadre dans lequel je peux t'accompagner. Donc voilà. Donc prenez rendez-vous avec moi, www.automaticbnb.fr/triplex. Je sais que vous reviendrez du triplex en passant par ce lien et vous aurez également 10% de remise par rapport à l'accompagnement que je mets en place. Ceux qui veulent pas passer par téléphone, je sais que Maxime, tu mettras quand même le lien pour prendre directement l'accompagnement, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est toujours préférable de savoir au téléphone. Tu as un accompagnement sous location et également automatisation, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. J'ai un accompagnement aussi automatisation, donc pour ceux qui sont déjà propriétaires de leur appartement ou qui font peut-être déjà de la sous-location professionnelle ou qui sont en conciergerie, donc qui sont déjà lancés là-dedans et qui veulent effectivement automatiser et optimiser davantage leur activité. J'ai un accompagnement effectivement qui est en place, que j'ai appelé MBA, Maîtriser son business Airbnb, où là en fait je vais vous apprendre et vous accompagner non pas à faire de la sous-location, mais vraiment à automatiser, optimiser toute votre activité, que vous soyez propriétaire en conciergerie ou déjà en sous-location. Sachant que cette partie-là de l'accompagnement est présente dans sous-location Pro Mastery. Donc, quand vous rentrez dans l'accompagnement sous-location, je vous fais aussi cette partie-là, mais c'est pour des gens qui ont déjà avancé. Et je vais pas leur réapprendre à faire de la sous-location alors qu'ils en font peut-être déjà, mais je vais leur apprendre vraiment à automatiser et optimiser et surtout suivre les indicateurs qu'on a évoqués tout à l'heure. Ok, top. De toute façon, le lien, on le mettra en description. On le répète, c'est automaticbnb.fr/triplex. C'est bien ça, Nicolas? C'est ça, exactement. Top. Donc comme ça, ils peuvent échanger directement avec toi, en savoir plus et puis voir si le projet leur convient. En tout cas, Nicolas, je te remercie d'avoir partagé avec nous cette vision à la fois de l'automatisation, de l'optimisation. Puis un truc qu'on aime bien, hein. Moi en particulier, les résultats, voir en fait quels indicateurs il faut regarder. Un petit dernier mot sur les indicateurs, hein, c'est comme l'automatisation, hein. Faut pas aller trop loin non plus dans le truc, hein. Faut utiliser ce qui est utile. Ça sert à rien d'aller faire de l'analyse pour de l'analyse. Exactement, on vous demande pas d'être des analystes, hein. Vous travaillez pas pour des OTA, vous n'êtes pas pour Booking ou Airbnb, c'est pas vous qui faites les graphiques. À un moment. Non mais donc voilà. Donc merci vraiment merci Nicolas. Beaucoup, c'était hyper intéressant, hyper intéressant et puis ça repose aussi les bases de l'automatisation, on en avait déjà parlé, mais encore une fois c'est important de mettre en place, ça vraiment la charge mentale va être libérée et ça va vous permettre d'aller plus loin dans votre activité aussi. Exactement. En tout cas, merci encore à vous deux, Samy et Maxime, pour cette nouvelle invitation dans le triplex. Je crois que c'est la première fois que j'intervenais dans le triplex. T'étais intervenu dans Esprit BNB, donc l'ancien nom. Exactement. Voilà, et là le triplex c'est la première fois, exactement. Encore merci à vous pour l'invitation. Merci Nicolas, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pensez à nous laisser 5 étoiles sur les plateformes, notamment Spotify et Apple Podcast. C'est extrêmement important pour nous, ça nous permet de remonter dans les classements. C'est un peu comme sur Airbnb Booking. Mieux on est noté, plus on a de commentaires, plus on remonte dans les algos et plus on est visible. Et plus on est visible, plus on peut convaincre de partenaires de venir parler dans le podcast. Donc ça, c'est essentiel pour avoir toujours des invités de qualité. On a eu la directrice générale de Booking.com il y a quelques épisodes. C'est grâce à vous, c'est grâce à toutes ces évaluations. Donc merci encore et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Bonne journée. À plus. Bye bye. À bientôt. Bye. Ciao.